Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live Facebook co-organisé par le GACEPA, qui est le groupe d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement, et Féminisme YEH, qui est la commission féministe de la gauche anticapitaliste. Donc, nous le savons, nous sommes à 2 semaines du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et la grève féministe. Et donc, nous reviendrons ce soir sur l'importance de la lutte autour de l'avortement pour le 8 mars. Pour rappel, donc en 2020, donc l'année passée, une proposition de loi qui aurait dû faciliter l'accès à l'interruption volontaire de grossesse en Belgique a été mise pour de bon au frigo pour permettre la constitution du gouvernement Vivaldi, notamment sous la pression du CDNV. Et ce marchandage scandaleux a été accepté donc par tous les partis. Donc c'est pour obtenir des avancées sur cette question que les mouvements féministes, les secteurs des plannings familiaux et les soins de santé se mobilisent actuellement. Donc ce soir, nous allons accueillir 4 invités qui vont discuter des enjeux stratégiques de la grève, des actions aussi qui s'organisent. Donc nous accueillons Roxane, qui est membre de Féminisme YEH, Stephen O'Brien, qui est médecin pratiquant l'avortement et membre de la santé en lutte, Alessandra Mounons, qui est médecin aussi, qui pratique l'avortement et administratrice du GACEPA, et enfin Carolina du collectif 8 mars Bruxelles. Donc, je vous rappelle, juste avant de donner la parole aux intervenantes, que le live est interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons, donc nous aurons un temps assez long pour répondre aux questions du public. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Roxane. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis chargée de vous mettre un peu en contexte. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé un peu avant? L'idée, c'est qu'on puisse discuter sur des bases communes ensemble. Je vais aller très vite, mais je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux différentes étapes pour bien comprendre que les conditions d'accès à l'avortement, là, actuellement, c'est le résultat d'un processus historique de contrôle et d'oppression des corps des femmes. Et c'est très clair quand on s'intéresse aux luttes politiques autour du droit. Donc, une date un peu clé en Belgique, c'est 90 ou 91, maintenant j'ai un trou, où il y a une dépénalisation partielle de l'avortement en Belgique. C'est très tardif et c'est une dépénalisation partielle. Donc, ça veut dire que le droit à l'avortement, il est toujours, la loi sur le droit à l'avortement est toujours dans le code pénal à ce moment-là et les conditions d'accès sont restreintes. Et donc, la deuxième date, je vais faire un bond en avant, je vais arriver directement en 2016. Disons que la lutte politique pour le droit à l'avortement, la lutte des féministes pour le droit à l'avortement, elle n'a eu de cesse de continuer. C'est-à-dire, on ne s'est jamais reposé sur nos lauriers par rapport à ça. Toutes les luttes féministes parlent du droit à l'IVG, parlent de l'autodétermination sur nos corps. Mais en 2016, il y a une campagne, je pense qu'elle a été portée par le Centre d'action laïque notamment, qui cherche à sortir l'IVG du code pénal. Donc une campagne juridique pour dire en fait, nous en Belgique, l'avortement est toujours dans le code pénal, c'est très grave, c'est pas juste quelque chose de symbolique, hein, c'est une entrave à l'accès et il faut que ça sorte du code pénal. Je dis que ça, c'est la lutte juridique parce que, ben voilà, moi, avant 2016, je me rappelle, avec d'autres féministes qui sont aussi là dans ce live, de participer à d'autres manifs pour le droit à l'avortement, de participer à beaucoup de mobilisations aussi par rapport, lors des mobilisations du mouvement qui s'est cyniquement appelé Pro-Vie, hein, mais que nous, on appelle bien sûr anti-choix, hein, donc un mouvement qui est très, qui est vivant en Belgique et qui se réunit annuellement notamment. Donc en 2016, je vous dis, il y a cette campagne et donc il y a beaucoup de discussions au niveau parlement, beaucoup d'échanges aussi avec
des associations féministes et des travailleuses de terrain. Et on arrive à une proposition de loi issue du terrain. Sauf que le gouvernement à l'époque, donc la suédoise, en 2018, donc on a quand même 2 ans de discussion, c'est pénible. En 2018, le gouvernement décide, plutôt que de voter la loi qui est le processus des discussions du terrain, décide d'apporter sa propre loi. Et c'est cette loi-là qui sera votée en 2018 et qui est en fait une loi, de façade où effectivement l'avortement est sorti du code pénal, mais, et ça il faut essayer de comprendre juridiquement, toujours passible de sanctions pénales et de peine d'emprisonnement si des conditions ne sont pas respectées. Et donc là, je vais vous dire c'est quoi ces conditions. C'est le fait qu'on soit à maximum 12 semaines de grossesse, le fait qu'on respecte un délai de réflexion de 6 jours, ça veut dire je me présente, je veux une IVG, une interruption volontaire de grossesse, on me dit très bien on enregistre, il faut revenir dans 6 jours pour pouvoir y avoir accès. Et la troisième condition, c'est pour les médecins d'informer les bénéficiaires des alternatives à l'avortement. Donc, par exemple, l'adoption. Voilà. C'est ce qui est dans le cadre de la loi. C'est très loin, heureusement. Il y a des pratiques subversives par rapport à ça. Et c'est loin de ce dont les femmes ont besoin et c'est loin de ce que beaucoup de praticiennes veulent par rapport à ce sujet-là. Donc, 2018, on a cette entourloupe. Bien sûr, le mouvement féministe est en colère. On s'organise. Il y a des manifestations, notamment à l'occasion de la Journée mondiale pour le droit à l'avortement, donc autour de septembre. Je pense que c'était en 2019, le PS, différents partis font des propositions d'autres lois qui s'attaquent aux conditions d'accès, parce qu'en 2018, il n'y a rien qui a changé sur les conditions d'accès. Et il y a la loi proposée par le PS qui est retenue et qui, elle, demande un délai de réflexion de 48 heures, donc de passer de 6 jours à 48 heures, de 12 semaines de grossesse à 18, et de supprimer l'info systématique sur les alternatives. Donc, c'est en fait la loi qu'on est en train de discuter là pour le moment et dont on parle. Au moment de cette proposition de loi du PS qui a l'appui d'autres partis comme les libéraux, comme Écolo, cette loi, elle obtient une majorité au Parlement. Sauf qu'elle n'est pas votée. Elle n'est pas votée, pourquoi? Parce qu'il y a la Sainte Alliance de la NVA, du CDNV et du Vlaams Belang en Belgique, qui est quand même la force la plus grande contre les droits des femmes en Belgique, qui court-circuite le vote de cette loi en le renvoyant dans une instance qui s'appelle le Conseil d'État. Et en discussion technique, il faut que techniquement on voit si cette loi est tout à fait votable. Et donc on a plusieurs renvois au Conseil d'État. Et le dernier renvoi, il date quand même de la période de Corona. Dans la période de Corona, on a un énième renvoi. Donc on peut se dire, voilà, le Corona nous a quand même dit qu'on pouvait un peu soulager nos conditions, etc. On sait qu'il y a une augmentation de toute une série de difficultés dans la population, mais non. La proposition de loi du PS, elle date de 2019. Et en juillet 2020, on fait un énième report de vote de la loi. Et donc, bien sûr, là, on parle vraiment de court-circuitage antidémocratique, mais on n'arrive pas au pompon et à la cerise sur le gâteau, qui est, comme la Fanny l'a déjà mentionné, c'est la formation du gouvernement Vivaldi, avec notamment des partis qui avaient fait la proposition de loi et qui décident que, somme toute, les droits des femmes, ça peut passer à la trappe si ça nous permet de former un gouvernement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, le PS, Écolo et tout ça capitule devant le CDNV, la loi ne passe pas, la loi qui a la majorité parlementaire ne passe pas, et elle est renvoyée en discussion en commission de justice.
Et donc, en commission de justice, on dit, alors ce que l'accord du gouvernement prévoit, c'est qu'on va mettre en place un comité scientifique pour discuter de cette loi et espérer arriver à un consensus. Et ça, c'est quelque chose que des partis comme Écolo et le PS ramènent encore maintenant, malgré les mobilisations féministes dernièrement, de vouloir arriver à un consensus. Alors que ce consensus, il n'est absolument pas possible sans concession et sans détricoter complètement la loi, comme ce qu'on a vu en 2018. Hein, et donc, qui dit consensus, eh ben, dit, voilà, si elle passe, elle sera vidée totalement de sa substance et ce sera de nouveau une insulte. Et donc, on en arrive à quelques questions stratégiques, on pourra encore discuter dans la discussion, mais voilà. On pense, en tout cas à Féminisme Meilleur, qu'on ne peut pas compter sur les partis politiques pour une quelconque avancée par rapport au droit à l'avortement. On doit compter sur les mouvements de femmes, on doit compter sur les femmes pour y arriver. Il faut absolument désinformer combattre l'idée qu'en fait la population ne voudrait pas de l'accès à l'IVG. Cette loi et l'accès à l'IVG, le droit à l'autodétermination, à la majorité dans la population. Et aussi la majorité dans les femmes de toute confession. Donc, c'est-à-dire les femmes catholiques sont souvent aussi utilisées, notamment par des partis comme le CDNV, pour dire qu'on serait contre la loi. C'est faux. En Belgique, c'est faux, on le sait très bien. Et donc, c'est aussi à toutes ces femmes qui sont tues par les partis politiques de se mobiliser et de se visibiliser et de dire qu'elles soutiennent le droit à l'autodétermination. Les avancées, elles ne vont pas se faire à travers des discussions, à travers des comités scientifiques. La discussion qu'on a, c'est une discussion politique. Ce n'est pas une question de santé publique. Le délai de 48 heures, il n'y a aucune question de santé qui justifie ça. C'est seulement politique. C'est seulement partir du principe que les femmes, elles ne réfléchissent pas quand il s'agit de prendre des décisions par rapport à leur corps. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire si on fait passer une loi qui supprime complètement le délai de réflexion, ça ne veut pas dire que les femmes sont obligées d'avoir accès à l'avortement. Ça veut dire qu'elles ont le droit d'y avoir recours si elles veulent. Ça ne veut pas dire que les femmes sont obligées d'avoir un avortement dès qu'elles se présentent en planning. Ça veut dire qu'elles ont la possibilité, si elles sont prêtes, d'y avoir accès, qu'elles ont la possibilité, si elles en ont besoin, d'être accompagnées de personnes qui les aident et qui répondent à leurs besoins spécifiques. C'est très important de dire ça. Et donc, les avancées, elles ne se feront pas à travers les discussions, à travers les débats, à travers la négociation, à travers des experts à la mort moelleux. Non, c'est à travers des mouvements de masse, c'est à travers des mouvements féministes et c'est en politisant la question de l'avortement, en le mettant en lien avec plein d'autres questions. Parce que si on veut un accès libre, sûr et légal, la bataille, elle ne peut pas se faire au niveau juridique. Elle doit se faire uniquement. Elle doit se faire au niveau juridique, mais elle doit se faire aussi au niveau politique pour qu'il y ait des formations de médecins. C'est un grand enjeu. Pour qu'il y ait une éducation à la vie sexuelle et affective, pour qu'il y ait un accès à la contraception, à tous les types de contraception gratuits, pour qu'il y ait un accès gratuit à la santé, pour qu'il y ait une régularisation de toutes les femmes et les personnes sans papier. Donc ça demande une politique et on va en parler dans les prochaines interventions. Merci Roxane pour cette remise en contexte et cette perspective. Je vais maintenant laisser la parole à Steven. Bonjour, donc moi je suis médecin et je pratique des avortements et je suis aussi membre de la Santé en lutte. Et donc ce qu'on a proposé ici en discutant avec les autres aujourd'hui, c'est que rapidement je fasse plus une mise en contexte par rapport à la place des femmes dans les soins de santé, d'abord, pour revenir après aux freins concrets que moi je découvre, en tout cas depuis ces dernières années en travaillant en planning, donc les freins à l'IVG en Belgique aujourd'hui. Et donc d'abord, les soins de santé, en Belgique et dans, je pense, le reste du monde, sont majoritairement prestés par des femmes. Ce sont les femmes qui sont majoritairement soignantes. Pareil pour d'autres
travail du soin plus largement. Mais donc, pour en venir d'abord sur les soignantes, c'est par exemple elles qui ont été au front contre le Covid. Ce sont elles qui ont dû gérer les burn-out, c'est elles qui ont dû gérer les dépassements d'horaires ces derniers mois. Et en fait, c'est le cas depuis des années et des années. On parle souvent de enfin en tout cas, moi je l'entends beaucoup à travers mes collègues de la santé en lutte ou à travers des collègues au cours que je vois tous les jours. C'est la deuxième journée, c'est-à-dire qu'il y a la première journée, c'est une journée de travail longue et épuisante, où on est dans le soin, on est à l'attention de l'autre, etc. Et puis les femmes ont souvent, en fait, ou même très souvent, cette deuxième journée en rentrant, c'est-à-dire s'occuper des proches, s'occuper des enfants, s'occuper de différentes personnes, parce qu'elles sont aussi dans le soin au quotidien. Et souvent, c'est la charge qu'elle porte très fréquemment. Donc, cette charge mentale et physique qui est en fait une charge de tous les jours. Et donc, ce tribut, il est lourd. Il y a des burn-out, il y a des suicides. C'est elles qui en subissent la plus grosse partie, malheureusement. Mais la riposte, elle est très grande aussi. Moi, je vois mes collègues de la santé en lutte, la plupart, c'est des femmes. La plupart des personnes que je vois en manifestation quand on a été le 13 septembre dans la rue, c'était majoritairement des femmes. Et donc, voilà, elles sont aussi au front de la lutte et ça se sent vraiment très fort, moi, je trouve, au quotidien dans mon travail et aussi dans la lutte auprès de la santé en lutte. Je voulais aussi juste rappeler que le secteur du soin, c'est majoritairement donc des femmes, comme je disais, et c'est un des secteurs les plus actifs en termes de lutte aujourd'hui. Faut savoir qu'il y a actuellement, c'est le secteur qui va le plus dans la rue, ou en tout cas en plus grand nombre en Belgique. Il y a eu, on en parlera, mais d'autres mobilisations dans d'autres pays aussi par rapport au sujet du soin, etc. Et donc maintenant, pour revenir plus au concret et l'IVG, que moi, voilà, le contact que j'ai avec mes patientes, c'est que malheureusement, cette société patriarcale dans laquelle on vit aujourd'hui en Belgique, en fait, rajoute des couches et des freins aux patientes qui veulent pouvoir avoir accès au droit à l'IVG. Premier exemple, et Roxane en a parlé, c'est voilà, aujourd'hui, une femme ou une personne enceinte qui veut avorter et qui a dépassé les 12 semaines, eh bien, en fait, nous-mêmes, on ne va pas pouvoir la soigner directement. On ne va pas pouvoir la prendre en charge directement. On va devoir l'accompagner, en fait, pour qu'elle puisse aller aux Pays-Bas faire cet avortement. Il faut savoir que ce n'est pas remboursé par la mutuelle parce que ce n'est pas légal. Donc, la personne va devoir débourser 8 à 900 euros de sa poche, non remboursés. Pas d'aide pour le transport non plus. Actuellement, il n'y a qu'un centre qui reçoit, à ma connaissance, ou peut-être deux, mais parce qu'il y en a un qui a fermé récemment, qui reçoit. Et donc, les personnes, nous, on a une patiente, donc moi, je travaille à Rochefort, elle a dû faire, on avait regardé, je crois que c'était 5 à 6 heures de train, donc bonne chance pour y aller en train. Finalement, elle a dû prendre un taxi qui lui a coûté, je crois, 800 euros en plus pour la journée. Donc, vous imaginez les freins que c'est aujourd'hui. Et voilà, donc j'espère que très rapidement, cette loi pourra être mise en place, mais cette loi, ce sera qu'à travers une lutte qu'on pourra la gagner. Le deuxième exemple que je voulais prendre, ah oui, avant l'exemple, on m'avait quand même donné la tâche de parler enfin juste faire une parenthèse sur les semaines. On dit 12 semaines et parfois on parle aussi en d'autres semaines, c'est-à-dire 14 semaines. En fait, dans les médias et dans la loi, on parle des semaines depuis la conception. Donc depuis le moment où le spermatozoïde a fécondé l'œuf. Bref, en résumé. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que nous, quand on fait des échographies ou dans le secteur médical, on parle toujours en semaine sans les règles, donc en semaine d'aménorrhée. Donc on rajoute 2 semaines. Donc nous, c'est très dur avec Alessandra, on doit se fixer de dire 12. C'est pas facile parce qu'on dit toujours 14. Donc c'était juste une parenthèse parce qu'on avait dit qu'on allait le dire. Donc voilà, pour revenir au deuxième cas spécifique que moi je voulais mentionner, c'était les maltraitances lors d'une demande d'IVG. Alors elles sont nombreuses en Belgique. Elles peuvent se passer dans plein de cabinets médicaux différents ou dans plein d'endroits où on va parler voilà, de la réflexion que la femme ou la personne qui est enceinte, la réflexion qu'elle veut avorter. Et donc, moi, les retours que j'ai des patientes, ça va être par exemple,
elle va chez son gynécologue qui la suit depuis 15 ans. Et là, bah, elle lui dit qu'elle est enceinte et en fait, bah, elle ne veut pas garder. Situation classique qui me revient de patiente. Le médecin me fait écouter le cœur, me montre l'échographie, alors que je vais bien spécifier que je ne voulais pas avoir, parfois, que je voulais avorter, etc. Il va y avoir aussi, c'est de la culpabilisation. Il va y avoir aussi des moments d'essayer de décourager la personne. Donc, il y a une patiente qui m'avait dit, ah bah, la gynécologue m'avait dit, oui, mais vous savez, si le prochain est handicapé, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Enfin, des choses qui voilà, sont complètement fous d'entendre de la bouche d'un soignant, mais ces freins, ils sont nombreux et c'est fréquent. Donc, je ne dis pas que tous les gynécologues, ça n'a aucun sens de dire que tous les gynécologues sont maltraitants. Ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de freins et beaucoup de médecins qui vont présenter leur morale, leur avis qui n'a aucun lien avec le soin, qui n'a aucun lien avec l'empathie et qui n'apporte rien à l'accompagnement de la personne. Il y a des personnes aussi qui ont été choquées juste du coup de téléphone. Elles appellent leur gynécologue. Ah ben voilà, voilà, moi je suis enceinte. Elles veulent juste avorter. Elles le disent de manière très neutre à leur gynécologue. Et le gynécologue, c'est ah, moi je fais pas ça, vous pouvez appeler ce numéro-ci, au revoir. Boum. Enfin, elles sont choquées, c'est leur gynécologue qu'elles connaissent depuis toujours. Donc voilà, il y a beaucoup de retours comme ça. C'est très choquant. C'est pas que des gynécologues non plus, c'est plein de soignants. Et donc c'est quelque chose qui est encore très présent dans la société. Et partout, hein, j'en parle avec mes collègues de planning dans d'autres plannings. C'est pas que dans la Murois, dans les Ardennes, c'est à Bruxelles, à Liège, dans les grandes villes, c'est partout. Et donc, moi, je vais commencer à conclure juste pour dire que personnellement et en tant que soignant, je soutiens la lutte féministe à 1000%, parce qu'en fait, c'est cette lutte féministe qui permettra de changer la situation des femmes aujourd'hui. C'est pas des médecins, c'est même pas les travailleuses de planning ou les travailleurs de planning, c'est en fait les femmes dans la rue qui vont pouvoir ensemble changer ça. Euh, et c'est ce qui s'est passé par le passé. Et donc, j'espère que ça permettra de pousser les soignants à être plus soutenants et moins maltraitants. Que la société arrêtera de culpabiliser les femmes là-dessus, parce que beaucoup de femmes arrivent culpabilisées par la société et dur d'avoir leur propre réflexion par rapport à l'avortement quand il y a tellement de culpabilisation autour d'elles. Et, et que les femmes auront aussi enfin accès à l'IVG jusqu'à 18 semaines depuis la conception. Voilà, pour moi. À très vite. Merci Steven. Je pense que déjà, bah, ce genre de frein met totalement la rage quand on l'entend. Et puis, je pense que c'était essentiel de rappeler le fait que les femmes portent vraiment un travail du soin, ou qu'on appelle aussi travail reproductif, qui est un travail invisibilisé et mal considéré. Et comme tu l'as bien dit, que les luttes féministes sont primordiales pour faire changer les choses. Je vais maintenant laisser la parole à Alessandra. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les deux. J'étais très touchée et vous avez déjà dit beaucoup de choses très intéressantes. Je vais essayer de compléter un petit peu et puis d'apporter un peu voilà, le point de vue de la militance au GACEPA, qui est une militance particulière. Donc moi, je suis médecin généraliste, je pratique des avortements comme Steven. Et je suis aussi administratrice au GACEPA. Donc le GACEPA, comme on l'a dit, c'est le groupe d'action des centres extra-hospitaliers qui pratiquent l'avortement. Et ça permet en effet d'aller au-dessus de la pratique quotidienne. Donc toutes les personnes qui sont votantes et administratrices au GACEPA, nous sommes des praticiens à l'avortement. Donc on n'est pas des directeurs de planning ou des choses comme ça. Et donc on est une structure coupole, un groupe d'action en dessous de laquelle se trouve une série la majorité des centres pratiquant l'avortement en région Wallonie-Bruxelles. Pas tous, mais vraiment une grande majorité. Et donc, on a des discussions politiques dans nos assemblées générales et au niveau, évidemment, du CA. On fait tout un travail de lobby politique qu'on a évidemment fait énormément ces dernières années avec, comme l'a rappelé Roxane, depuis 2016,
la nouvelle vague autour, enfin vague, je veux dire, cette nouvel engouement autour de l'avortement, parce qu'en effet, pendant 20 ans, la loi qui était en fait quelque chose d'assez précaire, comme tu expliquais bien, qui était une dépénalisation partielle avec l'avortement toujours dans le code pénal, toujours très stigmatisé et pénalisé si on ne remplissait pas toutes sortes d'items qu'on ne remplissait déjà pas. Et donc, comme tu disais, devoir informer les femmes sur le droit à l'adoption, ben, ça fait, on ne l'a jamais fait dans les plannings. Cette loi, c'était déjà un consensus, un accord, hein, c'est ces grands accords belges qu'on fait pour avancer et où on a lâché sur certaines choses pour pouvoir avancer dans ces années-là où on avait déjà l'Église catholique sur le dos violemment, qui a bloqué cette loi pendant des années, puisque en France, c'est passé dans les années 70. Donc, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Et donc, en effet, cette deuxième vague, on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, on fait aussi du travail de formation. Tu parlais, Roxane, de l'importance de former. Ben oui, on fait aussi ça, un travail vraiment de formation des praticiens et praticiennes de l'IVG, pas seulement des médecins, aussi des accueillants et accueillantes. Et également de toute personne qui aurait besoin, envie de se former à comment référer, comment parler de l'avortement. Enfin, donc on fait beaucoup de travail. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi de participer au GACEPA, ça permet vraiment d'inclure le travail du quotidien dans une militance autour de l'avortement. Donc, on est vraiment touchés que cette année, le 8 mars, réfléchisse ce centre autour de la question de l'avortement, et c'est en effet pas pour rien, c'est parce qu'on a la rage, hein, toutes les féministes on a la rage de voir comment on s'est vu passer cette loi sous le nez à ça, hein, on était tous les jours, on était là sur nos téléphones à dire bon ça y est, elle passe, ah non, report au Conseil d'État. C'était vraiment terrifiant de voir comment ça a été mis sous le tapis. Parce qu'en effet, il est vraiment grand temps de changer cette loi. Comme disait Steven, il y a énormément de choses qui sont et Roxane aussi, qui sont très difficiles à vivre au quotidien en tant qu'accompagnante et accompagnant de l'avortement. Je dirais, devoir dire à une femme, il faut attendre 6 jours, c'est hyper dur. Mais on ne le fait plus, en fait, au GACEPA. Et dans la grande majorité des centres, ça fait des années maintenant que de plus en plus de centres ont décidé d'arrêter ce délai de 6 jours et d'être dans l'illégalité, en invoquant l'urgence médicale, et donc ils peuvent toujours venir nous chercher pour nous demander quoi. Bah oui, c'était urgent. Les femmes qui vomissent toute la journée et qui ne savent pas se lever pour s'occuper de leurs enfants parce qu'elles sont enceintes et qu'elles doivent attendre leur avortement, c'est de la violence en fait. Donc ça, je ne dis pas que tout le monde fait ça, que tous les centres font ça, mais de plus en plus. Le corona a été vraiment une aubaine, je dirais, par rapport à ça, au milieu de tout ce bordel, parce qu'en effet, l'urgence a fait qu'on a débloqué des nouvelles choses, on a commencé à faire beaucoup plus d'IVG à domicile, par exemple, parce que c'était obligé en plein allez, truc machin, ce truc dont on ne veut plus parler, on est obligé d'être chez nous. Confinement, je dis peut-être que si j'oublie le mot, ça disparaîtra. Enfin bon, voilà. Et donc, toutes ces choses nous ont aussi beaucoup appris dans toute cette émulation. Et puis, on n'attend plus qu'une chose, c'est de passer cette loi. Et on n'attendait plus que ça. Et on était prêts, on avait tout fait. On avait fait au niveau politique et au niveau juridique, comme tu disais, Roxane. Donc, en effet, il y a eu les experts qui sont passés, expliqués, nanana, nanana. Enfin, on avait convaincu à plein d'endroits. On avait une majorité alternative pour passer la loi. Et puis, voilà. Et donc ça passe pas. Et donc là, maintenant, en effet, c'est mis sous le tapis, c'est au placard. On nous demande maintenant de décider de trouver des grands noms de personnes avec un doctorat. Donc un médecin, c'est un docteur, mais c'est pas un docteur. Il faut en plus qu'il fasse un doctorat pour être vraiment un docteur. Et donc il faut des gynécologues docteurs, il faut des psychologues docteurs, il faut des juristes docteurs, académiciens, enfin tous ces gens qui font l'avortement tous les jours en fait. Je veux dire, parce qu'en fait les praticiens c'est nous, et nous on est généralistes. Voilà, on n'est pas docteurs, parce qu'en fait moi j'ai pas le temps d'être docteur, j'ai pas le temps de faire un doctorat, je fais des avortements. Et donc voilà, je ne sais pas qui va venir parler au gouvernement actuel de l'avortement, mais ce n'est pas les praticiens. Et alors, n'a pas encore été évoqué non plus d'inviter, par exemple, je ne sais pas moi, des praticiens de l'avortement du 2e trimestre, par exemple, de Hollande ou d'Espagne, pour vraiment venir parler de leur pratique, parce qu'en fait, tous ces gens-là qui vont venir parler, ils savent pas c'est quoi l'avortement du 2e trimestre. Enfin bon, on est fâchés. Donc voilà, au GACEPA, en effet, on s'interroge beaucoup sur ce qui vient maintenant.
Si on pouvait faire les avortements du deuxième trimestre, on les ferait, en fait, hein, soyons clairs. Simplement, les techniques et les centres qu'on a ne nous permettent pas de les faire dans de bonnes conditions pour les femmes, parce que ce qu'il faut, c'est quand même qu'on assure une sécurité autour des patientes. Mais de la même manière qu'on diminue les délais à rien, à 2 jours, à 1 jour, à 6 jours, à 3 jours, enfin, à ce que les femmes veulent, à 15 jours, à 2 semaines, à 3 semaines. Enfin, je veux dire, on s'adapte aux femmes et à leurs besoins et pas à une loi. Eh ben, on augmenterait aussi les délais si on pouvait. Donc, voilà. Simplement, voilà, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens techniques pour le faire. Et donc, bon, je reviens sur cette commission. On ne sait pas ce qui va se passer, on sait pas, et donc on est vraiment content, et c'est pour ça qu'on s'active vraiment maintenant depuis déjà quelques années avec le GACEPA. On essaie d'entrer le plus possible en contact et en relais avec les mouvements féministes de base qui sont dans les rues, qui appellent à la manif. Pas à l'institutionnalisation. On pense vraiment que c'est important de revenir au contact de la militance des femmes, comme au bon vieux temps, comme en Argentine, et parce qu'on pense aussi vraiment que ça va se gagner, dans la rue, que ça ne va pas se gagner dans les parlements. Les parlements, on doit les pousser, comme à chaque fois, on doit les obliger, on doit arrêter le pays s'il faut, pour que les femmes aient le droit d'avorter, pour que les femmes aient le droit d'avorter avec du respect. Mais ce sera dans la rue, comme les millions d'Argentines. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment un exemple. C'est vraiment, enfin, et il n'y a pas que les Argentines, il y a eu plein de pays dernièrement qui ont bougé énormément sur l'avortement, et ça s'est joué dans la rue, ça ne s'est pas joué dans les parlements. Donc voilà, on appelle avec le 8 mars à la grève. Et alors, pour parler vraiment de ce qui se passe au niveau de nos centres, donc on a vraiment un appel sectoriel dans nos centres, et on sait bien que c'est difficile de s'imaginer faire grève autour de l'avortement quand on pratique l'avortement et qu'on est là pour les femmes, alors que c'est le 8 mars pour les femmes. Mais ça vaut la peine de le faire, et ça vaut la peine aussi d'inventer plein de choses pour permettre peut-être de laisser le centre ouvert avec un minimum d'accueil, mais tout en visibilisant vraiment ce jour-ci, comme mettre des affiches. Il y a des affiches sur le site du 8 mars, de mettre des couleurs, de faire des explications dans la salle d'attente, de sortir dans la rue, à l'extérieur du centre, d'aller se promener à 3-4 à donner des flyers à partir du planning. Enfin, il y a énormément d'idées qui sont déjà sorties dans des brainstorming autour de tout ce qu'on pourrait faire pour justement soutenir cette grève particulière en plus, parce qu'on ne peut pas manifester, on ne peut pas être des millions, parce que sinon on serait vraiment beaucoup dans les rues, j'en suis sûre. Mais soyons inventives, soyons créatives, et j'espère qu'on va faire du bruit et qu'on continuera, mais on continuera en tout cas, c'est pour ça qu'on est là. Merci, je pense que c'est... Merci beaucoup, Alessandra. Je pense que ton intervention était super intéressante, déjà pour rappeler le rôle super important de groupes comme le GACEPA et la réalité du terrain aussi. Et je pense que ça se résume bien quand tu dis aller dans la rue ou bloquer la société. Ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et je vais passer la parole à la dernière intervenante, donc Carolina. Bonsoir tout le monde. C'est super chouette d'entendre les interventions précédentes parce que voilà, il y a déjà plein d'idées. En fait, c'est cool de savoir que la grève, elle vit déjà. Et ça, c'est très chouette. Et l'envie de s'arrêter, elle vit déjà. Et c'est un peu... en fait, c'est un peu ce qui est très innovant de la grève féministe, du concept de grève féministe, c'est effectivement c'est pas forcément qu'une grève qui concerne du coup le travail productif, du coup le travail qui nous est payé, mais aussi tout le travail qu'on porte, tout le travail le travail de soins qu'on porte au-delà de notre travail productif en fait, et qui est totalement invisible. Et qui nous est pas accordé et surtout pas payé. Et du coup, c'est vraiment chouette d'entendre que
voilà que en fait le concept de la grève il a vraiment dépassé vraiment tout le monde et du coup que tout le monde s'en rapproprie et ça c'est le but en fait à la base. Le but c'est que tout le monde se rapproprie de ces concepts et qu'il le pratique. Du coup, pour revenir un peu au combat en particulier sur l'avortement et pourquoi les mouvements féministes, en fait, c'est une lutte ouverte depuis toujours, même si beaucoup de choses ont déjà été citées. Mais du coup, le combat pour l'accès à l'avortement est un des principaux terrains de lutte pour différents mouvements féministes. Et du coup, cela continue toujours à s'imposer et pour des raisons toujours à la fois spécifiques mais aussi internationales. Les mobilisations internationales concernant ces combats les démontrent, comme celle des Argentines ou celle des Polonaises, qui ont en plus nous ont démontré que voilà, les combats n'est pas terminé, mais la lutte paye et paye énormément. Et ou comme toutes les mobilisations en Pologne depuis 2016 pour ce combat, mais aussi en Italie, mais aussi ici en fait, parce que même quand on pense avoir acquis légalement un droit, après dans la pratique ça se passe autrement en fait. Et nous on a un problème de pratique et nous on veut décider, surtout quand ils nous imposent un cadre qu'ils ne respectent pas, dans lequel on ne se reconnaît pas absolument et qui nous infantilise énormément en fait. Du coup, l'aspect international nous rend effectivement plus forts. C'est pas pour rien que les grèves internationales se sont multipliées, qu'il y a eu un effet boule de neige depuis 2016. C'est parce qu'on apprend entre nous, en fait, on apprend et on échange beaucoup, même, et on partage beaucoup. Et du coup, les victoires sont communes, tout comme les défaites. Et la lutte aussi, en fait, elle est commune. Du coup, c'est pour ça aussi que c'est important de mener ces combats-là aussi à ce niveau-là. Et en tant que collectif 8 mars, par exemple, on fait partie aussi d'une plateforme qui s'appelle Transfronterizas, où il y a aussi beaucoup d'autres mouvements féministes internationaux qui luttent pour la grève et pour l'avancement des droits des personnes qui se reconnaissent en tant que femmes. Du coup, la lutte à l'avortement constitue une lutte très, très complexe et qui touche à plusieurs niveaux de vie, un niveau sûrement individuel, mais aussi sociétal. On lutte pour l'autodétermination et du coup, la possibilité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir choisir sur son corps et de manière libre et personnelle. Mais la question de l'avortement est aussi et surtout une question sociétale et un enjeu fondamental pour le mouvement féministe et transféministe parce qu'elle s'attaque au concept de propriété, outil qui est fondamental au système économique dans lequel en fait nous vivons et qui est basé sur l'abus, sur l'oppression, sur l'exploitation, mais aussi et surtout sur l'idée de pouvoir du coup posséder tout ce qui peut être mis à profit, de l'acheter, de le contrôler. Et du coup, les corps des femmes sont là, les différents corps des femmes sont là, base d'un système économique extractiviste et qui possède et qui domine et qui opprime et qui donne un cadre et qui infantilise et qui nous marginalise. Je veux dire, les déclinations en fait sont plurielles. Voilà, il n'y a pas gérer les corps de femmes, par contre, et après leur donner un rôle social, économique, est tout à fait instrumental à pouvoir contrôler ce qu'aujourd'hui on appelle le travail de reproduction sociale. Ce que c'est un travail, ces termes, ça veut dire simplement les activités qui permettent la vie et la reproduction de la vie même, en fait, à la base. C'est-à-dire le travail de soins, le travail de care, c'est lui qui est souvent gratuit, c'est lui qui est invisible, c'est lui qui est porté majoritairement par les femmes, en fait. Et du coup, c'est lui dont Steven parlait tout à l'heure, par exemple. Et par contre, la crise pandémique a aussi mis en lumière, mais au niveau masse, l'essentialité du secteur de care, en fait. Mais aussi la précarité des personnes qui travaillent dans le secteur de care, tant d'un point de vue du travail productif, et du coup, là, on parle de toutes les personnes travaillant dans les secteurs en première ligne, dans les secteurs de santé, des hôpitaux, au planning, au centre de santé, aux aides mentales, aux aides-soignantes, tout le monde, en fait, mais aussi d'un point de vue du travail reproductif, justement, parce que le travail domestique, et là on parle du travail domestique, les soins aux autres, la gestion de la famille, la scolarisation des enfants qui ne sont plus à l'école, la gestion du travail ou du télétravail, dans le cas où on a eu la chance de garder un travail, en fait. Parce que souvent, en fait, le constat il est grave, beaucoup de femmes, par exemple, elles ont dû ou diminuer leur temps de travail, parce que la gestion n'est pas facile,
ou elles ont été virées, ou elles ont perdu leur emploi, aussi parce que leur emploi était précaire, parce qu'elles faisaient partie en plus des secteurs les plus précarisés. Du coup, les constats, il est vraiment inéluctable. Genre, je veux dire, je pense que je vais mettre tout le monde en accord. Les femmes sont majoritaires dans tous les services dits essentiels. En fait, elles sont surreprésentées. Et pendant la pandémie, elles continuent à fournir sans relâche ces soins aux autres. Et en plus, ils assument le travail domestique et les personnes âgées qui les attendent après le boulot. Du coup, malgré l'importance de ces travaux essentiels, il n'y a pas eu aucune amélioration des conditions de travail. Voilà, le travail de soins porté par les services d'équerre et d'éducation, qui est fortement féminisé, est simplement renvoyé à la sphère privée. Et les femmes prennent la relève et pallient en plus aux carences et aux oublis étatiques et aux besoins qui s'accumulent au fur et à mesure, jour par jour. On devient des machines, des fois on n'y réfléchit même plus, on y va quoi. Et parce qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir, c'est ça, ni le temps ni les moyens de pouvoir s'y poser effectivement et d'y réfléchir calmement. Et de cette manière, la crise nous a révélé à quel point le travail d'équerre est socialement essentiel, mais aussi à quel point il est précarisé, il est méprisé, il est peu valorisé, il est mal payé. Et du coup, au-delà des quelques applaudissements, en fait, au personnel des premières lignes, on a vu vraiment très peu d'investissements structurels dans les systèmes de santé. Et l'accès à la santé, en fait, s'est démontré une fois, de plus, très inégalitaire, en fait, parce que classiste, parce qu'il faut avoir les moyens souvent, parce que raciste, avec des chiffres d'infection et des morts beaucoup plus élevés chez les personnes, par exemple, précarisées, qui va de pair avec qui va souvent de pair avec personnes racisées et ou femmes, en fait. Du coup, ces constats, en fait, sont très globaux, sont spécifiques. Du coup, chaque contexte a sa spécificité, chaque personne a sa spécificité, mais en fait, ils sont très, très communs et dans lesquels on se retrouve un peu toutes. Du coup, pour cela, je pense que le défi global de la grève féministe est d'ouvrir la lutte sur le terrain de la redistribution, d'un système qui réponde à nos besoins, d'instruments qui donnent autonomie économique et sociale et qui nous permettent de sortir de violences, de décider, de s'autodéterminer. Mais aussi, pour casser cette dynamique, il faut bien commencer quelque part, il faut bien commencer à bloquer, et bloquer, ça veut dire aussi s'arrêter, en fait. C'est ouf, mais l'idée de la grève, elle peut être très différente, en fait. Nous, on n'a pas forcément, bloquer le monde, ça, pour nous, ça veut dire s'arrêter. Simplement, on ne fait rien. On ne fait pas ce qu'on fait d'habitude. En fait, on ne fait pas ce qu'on intègre et ce qu'on pense que c'est normal de faire. Si on ne le fait pas, même un minimum, même un mini truc de ce qu'on pense, de ce qu'on fait automatiquement, en fait, on arrête déjà un truc, on bloque déjà un truc, on bloque déjà une organisation, on bloque un truc qui n'est pas vu, en fait, et qui est gratuit, capillaire, dense, qui est partout, en fait, qui est partout. Et ça veut dire se visibiliser, se rendre visible. C'est ouf, mais c'est comme ça, en fait. Quand on est en mouvement, quand on bouge, quand on fait tout ce qu'on fait d'habitude, on ne nous voit pas, on ne nous entend pas, simplement on nous nie. Voilà, c'est comme ça. Et ça se voit de plusieurs manières très différentes sur la base de qui on est, sur la base de si on est blanche ou racisée, sur la base si on est précarisé ou pas précarisé. Je veux dire, c'est très spécifique, mais c'est vraiment très généralisé. Et en fait, il faut s'arrêter parce que ce travail invisible, ce travail gratuit, en fait, il faut qu'il soit... nous, on s'en fout, en fait, que le gouvernement pense que c'est essentiel. On le savait déjà que ce qu'on faisait, c'était essentiel, en fait. Le problème, c'est que là, maintenant, on veut rébalter ce truc. On a rien à demander. En fait, le problème, c'est qu'on n'a rien à prendre. Ils n'ont rien à nous offrir. Ils nous imposent un cadre que nous ne correspond pas. Et du coup, c'est le moment de s'arrêter, mais parce qu'il faut qu'on construise une réponse qui est adaptée à nous, qui est adaptée à nos besoins. Parce qu'on sait très bien ce qu'on veut, et individuellement, et socialement, et collectivement.
Et voilà, qu'on soit sans ou avec papier, avec ou sans contrat, reconnu ou pas reconnu, intérimaire, étudiante, voilà, les personnes qui s'estiment précaires, et je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. J'espère qu'elles pourront et qu'elles penseront à s'arrêter et à l'importance de ce qu'elles font, parce que la vérité, c'est que nous sommes la première ligne, en fait. Nous sommes essentiels et notre grève l'est au niveau local, au niveau national, au niveau international. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci. Merci Carolina. Je pense que c'était essentiel d'avoir ce rappel théorique de ce qu'est le travail reproductif, le travail du care qu'on dit en anglais, ou travail donc du soin qu'on dit en français aussi. Juste avant de passer aux questions, Carolina, est-ce qu'il y a déjà des actions et des choses qui ont été arrêtées et prévues par le collectif 8 mars pour le 8 mars? Vous avez déjà un agenda? Oui, oui. En fait, il y a plusieurs. Alors, tout est à construire. Du coup, tout le monde est le bienvenu, la bienvenue, la bienvenue. Du coup, en fait, alors, il y a un premier truc, c'est ce qui se passe le 21 février à 15h. Du coup, c'est dimanche. C'est une assemblée virtuelle, malheureusement, à cause de voilà, les normes Covid l'imposent. Mais c'est aussi une manière voilà, de pouvoir voilà, j'espère que tout le monde, c'est aussi de pouvoir faire participer un maximum qui ne se sentirait pas, voilà, justement à l'aise. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir, cette assemblée, elle est ouverte à tous les collectifs, associations, femmes, individus qui soutiennent la grève des femmes en 2021. Du coup, on a un mail, vous pouvez nous écrire si vous avez besoin de plus d'informations, et c'est bruxelles.8mars@gmail.com. Et du coup, c'est le 21 à 15h, et ça se passe en live. Alors, et sinon, en termes d'activité, le 7 mars, de 10 à 18, on prévoit des assemblées thématiques, en fait, par panel. Du coup, on prévoit 3 tranches, plus ou moins de grosses assemblées thématiques dans lesquelles on discute, on partage nos pratiques de lutte, et on essaye de parler de nos expériences, essayer aussi de voir comment, d'un point de vue de grève, d'un point de vue, comment construire cette grève ensemble, même si c'est les 7, le combat continue tous les jours, en fait, à la base. Du coup, voilà, le 8, c'est une date symbolique, mais on peut s'arrêter partout, tout le temps, en fait, il n'y a pas de souci. Tant mieux. Et du coup, le 7, il y aura les assemblées thématiques. Le 8 mars, il y aura plusieurs actions pendant la journée. Et du coup, on organise un circuit, sûrement un vélo et probablement un bus. Mais du coup, tout est beaucoup d'informations vont être plus précises dans les jours qui viennent. Et il y aura un rassemblement à 17h aussi à la fin des actions. Les lieux, les modalités sont à définir. Voilà, on essaye d'occuper un peu le lieu de manière un peu créative. Et voilà, ça c'est ce qui est prévu. Mais du coup, vous pouvez venir. Voilà, le 21, c'est ouvert à tout le monde. Sinon, vous écrivez à la mail du collectif et on vous répondra. Super, merci pour toutes ces informations. Merci pour toutes ces informations. De toute façon, j'imagine que les gens pourront reprendre toutes ces informations sur la page du collectif 8 mars Facebook et sur le site web du collectif 8 mars. Alors maintenant, on va passer aux questions du public. On a donc déjà plusieurs questions qui sont arrivées, notamment une question donc, qui est arrivée par commentaire de la page Féminisme Yes. Si vous voulez poser des questions anonymement aussi, vous pouvez le faire via la page Féminisme Yes. Donc la première question, c'est comment persuader le mouvement féministe et les organisations larges féminines pour vraiment porter cette mobilisation pour une meilleure loi par des campagnes, des actions qui frappent l'opinion, quel genre d'action on pourrait porter? Je ne sais pas qui. Peut-être Roxane? Oui, ben, je pense que l'organisation de ce live ce soir, c'est une bonne
un bon exemple, quoi. Il est dans la continuité de mobilisation entre 10 référents collectifs féministes depuis septembre-octobre. Bon, il y a eu plein d'alliances avant dans l'histoire, voilà, mais pour donner cet exemple-là, il y a ce truc de la Vivaldi, Féminisme hier avec Sororidad, le GACEPA, Fouria, les Nouvelles Antigones, donc différents collectifs féministes s'organisent pour faire un rassemblement en octobre. On fait des liens aussi avec d'autres collectifs qui font de l'affichage, donc on fait aussi de l'affichage dans l'espace public. On fait un live, on a fait une conférence en novembre-décembre, je ne sais plus, une première fois sur les VG. On continue de s'organiser, on continue à faire des collaborations, on mobilise dans les plannings familiaux en disant mobilisons pour la grève, faisons des actions. Donc voilà, je pense que faire des alliances, c'est faire du bruit ensemble, c'est forcer tout le monde, c'est inviter encore plus de personnes à faire du bruit. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut mettre la main à la pâte, on y va, on fonce, et on ne fait pas seul dans son coin comme si on était les seuls à lutter et à vouloir lutter sur la question. On le fait à plusieurs, et voilà, et on le fait avec des conditions qui sont que la lutte, elle doit être radicale, elle doit être à s'attaquer à la racine des problèmes, et elle doit laisser personne pour compte, quoi. Et à partir du moment où on est d'accord là-dessus, on fonce ensemble, quoi. Donc voilà. Merci Roxane. Une autre question, bon, peut-être plus générale de Flavia. Pourquoi personne ne parle de cette situation dans les médias? Pourquoi c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant? Oui, Alessandra? Mais on en a parlé dans les médias beaucoup quand on a travaillé sur la loi, quand il y avait une possibilité que ça passe, quand il y a eu toutes les auditions en 2017, en 2018 et encore en 2019, on en a parlé, vu qu'il y avait cette proposition, donc cet accord sur lequel étaient tombés plusieurs parties pour un texte commun. Donc là, il y a eu pas mal quand même de moments médiatiques, de tables, machin, CQFD par-ci, enfin un peu dans tous les médias. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Depuis la formation Vivaldi, on n'en parle juste plus. C'est très rare, en effet, que je tombe, j'écoute quand même pas mal la radio, c'est très rare qu'on entend encore, et qu'en tout cas qu'on entend les médias se questionner sur qu'est-il arrivé à cette loi qui était sur le point de passer, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le dit pas, ce qui s'est passé. On ne dit pas que ça a été foutu en commission et foutu en dessous du tapis pour l'accord de gouvernement. Donc, oui, voilà, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on fait un live, c'est pour ça qu'on va dans la rue, c'est parce qu'en effet, on a fait comme si, c'est un peu comme les mouvements MeToo, etc. On fait comme si ça nous intéressait très fort et tout d'un coup, poup, on en parle plus. Voilà. Oui, je pense. Pourquoi ça? Je ne sais pas le dire. Moi, c'est vrai, c'est les mainstream, quoi. Enfin, c'est pas nouveau. Oui, c'est ça. La loi a été mise au frigo pour de bon et dans les médias aussi. Alors, j'ai plus une remarque qu'une question de Laurence Dibary qui dit « C'est la grande hypocrisie des politiques, circulez mesdames au-delà de nos frontières, débrouillez-vous. Ce fut pareil il y a 40 ans. Des IVG se pratiquaient en hôpital et en planning. La pression des femmes et des médecins dans la rue ont pu faire bouger les lignes pour l'adoption de la loi l'allemand Michelsen. Note la loi l'allemand Michelsen dépénalisant partiellement l'avortement en 1990. » Donc, elle revient sur son expérience. Et c'est vrai, hein, c'est un peu la même situation. Donc, une question de Corinne Rubin. Question pour les médecins. Est-ce que cette loi va changer quelque chose dans la pratique, puisque concernant le délai d'attente, de plus en plus de médecins acceptant d'avancer la date de la demande pour... Attendez, donc de plus en plus de médecins acceptent d'avancer la date de la demande pour détourner cette loi. Donc, est-ce que pour vous, dans votre pratique, ça va changer quelque chose, cette loi? Alessandra? Oui. Oui, donc comme je disais, en effet, de plus en plus de médecins diminuent les délais, mais c'est un peu, c'est un peu lourd parce qu'en fait, ça dépend un peu sur qui tu tombes. Hein. Quand tu es une femme qui vient demander un avortement et que tu vas en planning en pensant que tu vas
vers des structures qui ont une homogénéité. En fait, il n'y a pas d'homogénéité. Et tant qu'il n'y a pas une loi qui permet de diminuer les délais, ben ça permet en effet ce fameux délai de réflexion, ça permet en effet de le faire ou pas. Et donc, en effet, certaines équipes le font, ou certains médecins dans certaines équipes le font et d'autres pas. Et c'est un peu... c'est un peu voilà, sur qui tu tombes et avec quelle histoire tu viens aussi, hein, parce qu'en effet, il y a des histoires qui touchent plus d'autres que d'autres, et alors il y a un moment donné, on va te diminuer ton délai alors que, enfin, donc parce que le patriarcat il est partout, hein, donc donc ça, de un, ce qu'on veut, en fait, nous on voudrait, parce que cette loi c'est un consensus de nouveau, ce projet de loi qui allait passer, c'est pas notre projet de loi initial, hein, enfin c'est pas ce qu'au GACEPA on veut, c'est simplement déjà un accord. Nous on voudrait pas de délai de réflexion, on voudrait pas de délai final, enfin on voudrait pas de dire ok on s'arrête à 18, on s'arrête à 20, je veux dire en Hollande, ils vont jusqu'à 22, 23. Enfin, ça dépend des pays. Pourquoi 18 chez nous? Parce que 18 chez nous, parce que c'était déjà un espèce de consensus, d'accord interparti pour pouvoir pour avoir une majorité alternative pour voter la loi. Mais est-ce que ça va surtout changer? En effet, c'est que les femmes ne doivent plus débourser 2 000 € entre trajets, journées de travail perdues et avortement pour aller en Hollande, dans l'illégalité, avec tout ce que ça implique, les femmes et les personnes enceintes. Et puis, il y a plein de personnes qui, en fait, ne peuvent pas y aller. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a à peu près 500 personnes, enfin, femmes qui vont en Hollande faire un avortement du 2e trimestre. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais en fait, qu'est-ce qu'on sait des femmes qui ne vont pas parce qu'elles ont 16 ans et qu'elles n'ont aucun moyen d'y aller, parce qu'elles sont dans une situation de violence et retenues à la maison avec les gamins à garder et un mec qui est violent et qui les tient à la maison. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Donc ça va le changer en effet. Et il y a encore d'autres items à la loi au niveau de ne pas retarder l'accès des femmes à un centre d'avortement. Il y a les sanctions pénales. Donc, donc, comme on a dit, on a dépénalisé maintenant, en effet. Ils ont sorti le mot avortement du code pénal, mais les sanctions sont encore pénales sur les médecins et sur les personnes et les femmes qui ont avorté. Donc ce qu'on veut, dans ce nouveau projet de loi, il n'y avait plus de sanctions pénales. C'était... Donc ça change quand même beaucoup. Non, c'est pas pour rien qu'on a la rage, c'est que ce projet de loi était quand même beaucoup mieux et permettait d'aller vraiment dans un respect des femmes des femmes et des personnes assises sur leur corps qu'on n'a pas maintenant et qui alors est vraiment acquis mieux, c'est-à-dire en effet, on se cotise dans les plannings, on a des boîtes d'urgence, des boîtes d'argent d'urgence pour pouvoir envoyer des femmes en Hollande qui n'ont pas les moyens de se payer leur avortement. On l'a encore fait la semaine passée, donc c'est pas pour rire. Enfin, il faut que ces avortements soient remboursés par la mutuelle. C'est pas pourquoi est-ce que ces avortements-là, ah non, hein, alors que l'avortement est remboursé jusqu'au 1er trimestre. Enfin voilà. Arrête. Merci Alexandra. Steven, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta pratique, ton expérience de terrain? Pas spécialement, Alexandra a bien répondu. Très bien, merci. Une autre question encore pour Alessandra. Tu parles de maltraitance des gynécologues envers les patientes. Est-ce que cette maltraitance et cette déshumanisation est plus spécifique chez les gynécos que sur l'ensemble du corps médical? Je ne me souvenais pas d'en avoir parlé. Il me semblait que Steven en avait un peu parlé plus tôt, donc je vais le laisser en parler. Voilà. Ouais. Alors, ben oui, j'en avais parlé, donc c'était peut-être ça. Mais en fait, par rapport aux gynécologues, en Belgique, la majorité des soins gynécologiques sont réalisés par des gynécologues. Et donc, je pense que les femmes associent les gynécologues à, quand elles pensent être enceintes, elles vont chez le gynécologue plus souvent. Par contre, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus la première ligne qui fait les suivis gynécologiques, ou en tout cas qui sont capables de le faire. Et ça la plupart pourraient se faire en planning familial ou chez un médecin généraliste. Donc voilà, c'est juste que les demandes que moi, les retours que j'ai eus de patientes et qui ont été plutôt négatifs, c'était plutôt avec des gynécologues, en effet, moins avec leurs généralistes. Voilà. Mais par contre, elles sont déjà tombées aussi sur des généralistes maltraitants qui y va du commentaire et
et dont elles ont vraiment pas envie de parler ça avec finalement ce médecin-là. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est les retours que j'ai eu souvent et ces moments d'échographie, enfin, voilà, ça arrivait beaucoup avec des gynécologues et pas beaucoup avec d'autres médecins. Donc, moi, je dirais que c'est spécifique ou assez souvent les gynécos. Et j'ai vu Alessandra qui levait la main. Oui, Alessandra? Oui, moi je veux bien compléter un tout petit peu. En effet, le monde médical est très paternaliste et patriarcal en général, dans toutes les disciplines médicales. Ça ne veut pas dire que tous les médecins, hein, c'est un peu comme tous les mecs, enfin, voilà. Mais c'est quand même un monde au sein de notre société patriarcale. Et en plus, avec le pouvoir médical des médecins qui a un pouvoir énorme. Donc, en effet, les violences médicales, on peut les retrouver partout, dans toutes les disciplines. Mais par contre, c'est clair que autour de la sphère intime gynécologique des personnes et des femmes ici, il y a une violence de plus qui s'installe et qui peut s'installer. Et ça fait des gynécologues, en effet, une place particulière dans cette possibilité de violence. Et c'est pour ça qu'il y a quand même toute une théorie qui est en train de se développer sur les violences obstétricales en particulier, dans lesquelles on a tout ce qu'il y a autour et alentour de l'accouchement, mais aussi de la grossesse et aussi de l'avortement, parce qu'il y a aussi des violences autour des avortements potentiellement. Tous les avortements ne se passent pas respectueusement ici en Belgique ou dans d'autres pays. Je veux dire, les plannings, on a beaucoup de réflexions au sein de nos centres pour discuter autour de ces violences et il y en a encore. Mais c'est clair qu'on mobilise, et avec le GACEPA, on mobilise énormément autour des prises en charge de la douleur, de l'accompagnement, du non-jugement, de l'accueil des demandes des femmes et des personnes enceintes. Mais moi, quand j'entends ce qui se passe en France, par exemple, au niveau des violences autour de l'avortement, c'est assez trash. Et dans plein d'autres pays. Donc, en effet, la sphère gynécologique, et donc ici, comme disait Steven, les gynécos, parce qu'ils sont très sollicités par les femmes pour tout ce qui a à voir avec la gynécologie, c'est une violence particulière. Merci Alessandra. Si je peux rajouter quelque chose, je crois qu'on a tous des amis qui ont eu recours à l'avortement, ou on a eu recours à l'avortement nous-mêmes. Et par exemple, j'ai une amie qui a dû attendre jusqu'à 3 semaines pour se faire avorter. Alors, je ne sais pas si c'était manque de praticiennes, ou le délai d'attente, etc. Mais comme tu l'as bien dit, Alessandra, ce genre de choses, cette attente, c'est une torture véritable quand on a pris déjà sa décision, et ça peut durer longtemps. Alors, on a donc Jennifer qui nous fait une remarque plus qu'une question. Donc, interdiction de l'avortement est une violence contre les femmes. Refuser d'allonger son accès pour des raisons non médicales en est une également. Ce n'est pas une décision médicale, c'est un choix patriarcal, comme on l'a bien souligné. Alors, il y a une question anonyme qui est très importante et intéressante. Les femmes sans papier, elles peuvent se faire aider, où peuvent-elles se faire aider, et peuvent-elles se faire aider dans les cas de grossesse indésirée en Belgique? Bon, je commence et tu complètes. Mais donc en planning, de nouveau, donc dans les plannings, on a des tarifs spéciaux pour les personnes qui ne sont pas en ordre de mutuelle, que ce soit parce que c'est des personnes qu'on appelle sans papier, hein, sans papier blanc, propre, je ne sais pas comment le dire, ça m'énerve cette expression. Enfin bon, et donc on a des tarifs particuliers, c'est autour de 200 €. Et même, en fait, on ne veut pas que l'accès à l'avortement soit un problème d'argent. Et donc, s'il n'y a pas moyen de payer ces 200 € sur le moment, ou même en l'échelonnant, donc ça arrive qu'on fasse des reconnaissances de dette avec des échelonnements, et puis ça arrive aussi qu'on laisse juste tomber. Comme je vous ai dit, on a des caisses de solidarité qui se développent dans la plupart des centres. Et donc, c'est à la porte des plannings qu'il faut toquer, parce qu'en effet, je ne vois pas où d'autres. C'est pas non plus inscrit dans ce nouveau projet de loi, hein, que toutes les femmes et personnes enceintes pourraient avoir accès à l'avortement gratuitement sans aucune condition
administrative, ce qui est évidemment le souhait et une des choses qui avait été mise sur la table. Mais donc voilà, et puis après on essaye quand même au sein des plannings de travailler en accord avec les CPAS pour voir si de temps en temps on peut pas quand même réussir à organiser une aide médicale urgente, un truc, un machin qui permettrait de rentrer un peu dans nos frais, mais ça fera jamais frein. On travaille de la même manière, Alessandra, donc j'ai rien à ajouter là-dessus. Donc, il y a Virginie Nardinois qui réagit en disant que symboliquement pour les bénéficiaires, faire quelque chose de légal ou pas, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'il y a aussi une symbolique. Peut-être que ça va aussi freiner certaines personnes si c'est dans l'illégalité. Tout à fait. Alors, il y a Sarah Parkinson qui demande, dans ce contexte Covid, durant lequel les soignants et les soignantes ont été glorifiés, n'est-il pas stratégique d'utiliser cette glorification pour faire pression sur les parlementaires? Et si oui, comment pourrait-on le faire? Steven, oui. Moi, je veux bien répondre, mais de manière courte. C'est juste qu'en effet, aujourd'hui, en tant que soignant, on est des héros et des héroïnes. Et il y a eu peu de manifestations depuis 1 an, et la santé a été plusieurs fois dans la rue. Je pense que il y a rien à faire. La police peut pas facilement nous taper dessus. Elle peut facilement taper dessus, taper dans les quartiers. Ils peuvent facilement taper sur les personnes racisées, etc. Et sur plein d'autres gens. C'est très triste, mais par contre, je pense qu'il faut profiter de cette place pour soutenir aussi d'autres luttes. Le 8 mars en est une très belle, et je pense qu'en tant que soignant et soignante, on a un rôle à jouer, et je pense qu'il est là. Et en plus, on nous permet encore plus d'agir. Donc, je pense qu'il faut en profiter. Après, voilà, ça reste pas facile en temps de Covid de lutter, mais je pense qu'on a plus de capacités que d'autres. En tant que soignant. Après, tout le monde n'a pas les mêmes horaires, il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit, etc. Donc, je pense à toutes ces soignantes qui travaillent le week-end, la nuit, et qui doivent gérer plein de choses la journée. Mais en effet, cette place-là est particulière. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait répondre. Moi, je rêve en tout cas d'une mobilisation où on s'habille en super-héros et super-héroïne. Roxane a quelque chose à ajouter? Ouais, moi aussi, je pense que la mobilisation, elle est super importante. Des soignants, je ne sais pas si, voilà, on peut autant profiter de la vague de glorification, mais on voit bien que cette glorification, elle est purement symbolique. Hein. Les soignants, ils sont laissés, il y a aucune, il y a que des cacahuètes qui ont été apportées, et elles sont insultantes. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que je pense que c'est pour ça aussi que le mouvement de la santé en lutte est important, c'est de politiser les questions de santé. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que, comme c'est une stratégie qui existe dans le milieu féministe, elle est compréhensible vu ce dans quoi on est coincé, c'est de faire de l'avortement une question de santé. Bien sûr que le manque d'accès à l'avortement, ça a des conséquences sur la santé mentale, et c'est important de le dire et de le visibiliser. Mais l'accès à l'avortement, ça ne doit pas être pour des raisons de santé, c'est avant tout des raisons politiques. C'est parce qu'on est contre l'oppression et le contrôle et la domination des corps des femmes, et voilà. Et donc, il faut faire aussi, je pense, et avoir ça consciemment en tête quand on se mobilise aussi dans le secteur de la santé, de faire gaffe à la sanitarisation du politique. Comme dans le milieu de la santé mentale, on a affaire à la psychologisation de certains enjeux, hein, des droits pour les personnes LGBTQI+, pour leur santé mentale. Mais non, parce que c'est des êtres humains comme les autres, et qu'on veut avoir accès aux droits, et qu'il y en a marre du modèle de la famille hétéropatriarcale avec la femme au foyer, et qui fait plein d'enfants, et principalement parce que ce que la NVA et le Vlaams Belang veulent, c'est plein d'enfants blancs, quoi. C'est plein d'enfants belges, voilà, dans des familles avec maman, papa et tutti quanti. Donc, voilà, c'est la petite attention que j'ajouterais à la mobilisation des soignants sur la thématique de l'IVG. Et une balise pour ça, c'est de vraiment faire le lien avec le milieu féministe et la panoplie
de revendications qu'on a en plus de l'accès à l'avortement. Oui, je pense que tu le soulignes bien aussi, Roxane, c'est que si l'avortement était interdit pendant longtemps, la stérilisation forcée des femmes non blanches a été souvent quelque chose, et est toujours quelque chose qu'on voit dans certains pays. Donc il y a aussi voilà, une hypocrisie et l'idée, voilà, comme tu dis, c'est lié à l'impérialisme et la domination blanche, on pourrait dire. Donc, je voulais souligner aussi le fait que, je crois que c'est très important de le dire, cette année, la CNE et la FGTB, donc les syndicats, ont déposé un préavis de grève pour le 8 mars, donc vont soutenir la grève des femmes et les grévistes vont être indemnisés. Donc, je pense que ça, c'est super important à dire aussi pour les femmes qui voudraient faire ce lundi mars. Donc, on va tout doucement conclure. Je vais juste vous demander si si vous voulez encore rebondir, si vous avez des réactions. Par exemple, Carolina, si tu veux encore dire une dernière chose. Vous entendez là maintenant? Oui, ok, désolée, j'avais doublement coupé le micro pour pas faire. Et du coup, oui, en fait, cette discussion, c'est très chouette de voir à quel point, en fait, je pense, le concept de grève et de lutte féministe est large, est énorme, elle est sociale, elle envahit toutes les sphères, en fait, de notre identité individuelle à notre identité collective. Et en fait, c'est important en fait de se rendre compte de ça, de se rendre compte de la force qu'on peut avoir en s'arrêtant, en pouvoir se mobiliser comme on peut. Voilà, on sait très bien que c'est pas facile pour tout le monde de s'arrêter pour différentes manières, et du coup il faut pas non plus se rajouter la culpabilisation de ça sur les épaules, mais voilà, on peut se mobiliser de 1000 manières. Le 8 mars c'est une journée des grèves internationales, mais on peut faire le 8 mars tous les jours. Le combat, il est loin d'être terminé, en fait, à la base. Et l'idée, c'est que le 8 mars devient une journée de tous les jours, en fait, jusqu'au moment où on obtient ce qu'on veut au niveau sociétal. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est important que petit à petit, tout le monde se rapproprie de la grève et tout le monde se sent légitime, participant, actif et proactif dans la grève, parce que tout le monde est légitime dans cette grève. Voilà. Merci pour l'invitation de ce soir. C'était cool de discuter avec vous. Merci Carolina. Alors, Roxane, tu voulais encore réagir Oui, moi je voulais bien, donc juste par rapport à ce que tu disais Fanny sur les stérilisations forcées, donc par rapport aux personnes racisées, par rapport aux personnes sans papier, aux personnes précaires, là c'est très actuel aussi avec le SPA et la NVA qui parlent quand même d'empêcher aux femmes toxicomanes de faire des enfants. Donc c'est très 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 vivant, très très réel. Et voilà, et c'est déjà inquiétant de la part du NVA, mais on a un ministre flamand socialiste qui en parle. Donc, les attaques, elles sont sévères, elles sont monstrueuses. On doit continuer à se mobiliser, il faudra se mobiliser tant qu'il faudra, comme Caroline le disait. Il faut se rappeler que dans les années avant que le droit à l'avortement soit dépénalisé en Belgique, on allait à cette époque-là avorter aussi en Pologne, où c'était légal, où c'était gratuit. Il faut vraiment se rendre compte, connaître cette histoire pour voir que ça bouge et que c'est politique et qu'on doit faire bouger les choses. Je voulais aussi rajouter, parce que moi j'ai une préoccupation par rapport à notre live aussi, donc c'est vraiment que ça se transforme en lutte concrète. Notre connaissance de la situation se transforme en lutte concrète, et notamment dans la mobilisation dans les plannings. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Que les travailleuses aussi se mobilisent, fassent des actions. Et je pense que quand on travaille dans le secteur, dans les secteurs du care, comme on dit, du travail reproductif, parce que le travail reproductif, c'est le travail non rémunéré gratuit, mais c'est aussi le travail peu rémunéré et extrêmement féminisé, donc dans la santé, dans le nettoyage, etc.
dans la santé, enfin, moi, je ne suis pas travailleuse en planning, mais je suis travailleuse dans le secteur de la santé mentale et je pense qu'on est tenu, on est bloqué par le caractère essentiel humain de notre activité pour s'organiser. Ça, c'est une chose. C'est nous s'arrêter, ben ouais, en fait, c'est l'essentiel, c'est la base, c'est la vie. Donc, c'est compliqué. Ce n'est pas une centrale nucléaire qui pourrait s'arrêter demain et on pourrait trouver un moyen de fonctionner. Donc, c'est compliqué, ça doit s'organiser. Et par ailleurs, je pense qu'on a aussi une déformation professionnelle qui fait qu'on s'intéresse et on se préoccupe des droits des usagères et des personnes qu'on reçoit, mais on ne se mobilise rarement par rapport à nos conditions de travail. Sauf que se mobiliser par rapport à notre condition de travail, dire à un moment, mais stop, moi je ne veux plus travailler avec des bouts de ficelle, je ne veux plus devoir transgresser certaines lois, je veux avoir tous les moyens nécessaires pour faire mon travail. Mon travail dans la santé, il est aussi dépendant du lien social, des solidarités. Et quand le lien social et les solidarités sont cassés, eh ben, ça a des répercussions sur l'état de santé et l'état de santé mentale dans lequel je reçois des personnes. Et ça, je ne peux pas le cautionner et je ne peux pas le travailler parce que moi, je rentre crevée, lessivée chez moi le soir, démolie par ce travail social de soins qui devrait, parce que c'est dur. Je pense qu'on doit vraiment se mobiliser en tant que soignante et casser et se rendre compte que en fait l'argument de oui, mais en fait on doit quand même faire des avortements, oui, mais quand même on doit recevoir une personne qui va mal. Bien sûr, on doit s'organiser, assurer un service minimum, mais on est à un point de rupture, c'est trop tard. En fait, on ne peut pas assurer bien notre travail et on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter parce que s'arrêter, faire grève, c'est justement, première étape, se dégager du temps pour réfléchir. S'arrêter, c'est dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire chaque jour en allant au travail? Dans quelle machine est-ce que je suis prise? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Pourquoi ça ne me convient pas? Et comment changer les choses? Parce que sinon, dans le social, dans la santé, on le sait, on est utilisé comme pacificateur social. On est utilisé comme ce truc du travail reproductif qui est mis sous pression et c'est pas, ça sort pas du hasard que c'est mis sous pression. C'est parce que pour que le profit fonctionne, pour que ça tourne, pour qu'il y ait de la productivité, machin, etc., la variable d'ajustement, c'est le travail reproductif. Voilà. Et donc, se mobiliser, faire grève, c'est aussi refuser cette subordination du travail reproductif au capital. Et c'est ça qui est essentiel et c'est pour ça que vraiment parler entre collègues, parler avec les usagères, chercher des moyens concrets de s'organiser, c'est vraiment, ça me paraît essentiel pour toutes. Merci Roxane pour ces paroles très énergisantes. Je laisse peut-être le mot de la fin à Alessandra et Steven, si vous avez encore quelque chose. Alors, je vais le laisser pour Alessandra alors. Mais moi, je voulais juste dire que je suis très motivé par ce 8 mars, qu'on va se bouger avec mon planning, on va se bouger avec ma maison médicale et c'est super cool aussi d'avoir reçu des infos et voilà, directement dans les plannings du 8 mars à travers le GACEPA, etc. C'est mobilisateur et ça permet de lancer les discussions en équipe très rapidement et pas être 3 jours avant, mince, on n'a rien organisé, etc. Et aussi, on a une pensée très forte, en tout cas dans la maison médicale ici, pour être en contact avec les usagères et les usagers des soins de santé et de se dire, OK, comment est-ce qu'on va rentrer en contact, comment on va créer du lien pour lutter avec nos patients et nos patientes. Donc voilà, c'est ça qu'on va vouloir faire et j'espère que ça va être encore plus grand que les autres années. Oui, moi je voulais dire, je suis encore hyper touchée que l'avortement a été, qu'on réfléchisse autour de cette question de l'avortement comme centrale de lutte. D'abord parce que l'avortement, c'est toujours un petit peu le mot qu'on ne dit pas, c'est le mot tabou dans la lutte féministe. Quand on parle des droits sexuels et reproductifs, on parle de contraception, on parle de plein de choses. Et l'avortement, on en parle en dernier lieu parce que ça reste le tabou, ça reste la faute, ça reste l'erreur, ça reste toute cette charge. Et donc, d'arriver, de le centraliser comme ça au sein du 8 mars, je trouve que c'est vraiment touchant.
Et je pense vraiment qu'en plus, de nouveau, en repensant à ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe en Argentine, c'est pas seulement la lutte pour une loi, parce qu'en Argentine, les femmes, elles avortent depuis des années avec des médicaments entre femmes, entre féministes, elles ont un réseau, elles sont merveilleuses, les Argentines, elles n'ont pas attendu que des pauvres cons votent une loi dans un parlement, en fait. Simplement, cette mobilisation, ça a généré une génération entière de femmes féministes en lutte autour de la question de l'avortement, et ça a généré une prise de conscience sur énormément de sujets liés au féminisme et liés à l'oppression et liés à toutes ces questions dont on a parlé ce soir, et donc à cette intersectionnalité des luttes autour de cette question centrale qui est l'autodétermination sur son corps, parce que c'est vraiment à partir de ce respect, de cette autodétermination sur son corps, qu'on rayonne aussi dans les luttes et dans les liens et dans les intersections des luttes. Donc je trouve que c'est vraiment une clé. Et ça se voit dans les autres pays, c'est pas juste aujourd'hui on parle de l'avortement parce que c'est important, non, ça doit toujours rester une clé, ça doit toujours rester un centre de questionnement et de lutte qui permet vraiment de transformer aussi tout ce patriarcat qu'on a dans notre tête et dans nos petites valises, même si on essaie de s'en défaire plus chaque jour. Voilà, donc merci, je suis très touchée. Merci Alessandra pour le mot de la fin. Donc on va devoir s'arrêter là. Je pense que ce live a été extrêmement enrichissant. En tout cas, moi personnellement, je suis très, très énergisée par ce que vous avez dit pour la lutte. Donc on voit clairement que la lutte pour l'IVG et les mobilisations pour ces droits ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et donc on va suivre ça de près et on va travailler ensemble pour le 8 mars et pour le futur. Donc ce live restera visible, donc ce live qui, rappelons-le, a été co-organisé par le GACEPA et Féminisme Yeah, qui est la commission féministe de la gauche anticapitaliste. Et donc ce live restera visible sur la page de l'événement, donc n'hésitez pas à le partager. Et nous remercions d'ailleurs chaleureusement aussi le GACEPA pour la co-organisation et tout son travail. Il y a eu un travail de fond en amont qui a été assez grand. Et je remercie aussi les intervenants et les intervenantes dont les interventions étaient très, très enrichissantes. Je rappelle peut-être brièvement les rendez-vous, les prochains rendez-vous du collectif 8 mars. De toute façon, vous pourrez les retrouver donc sur le site du collectif 8 mars et sur la page Facebook. Mais donc le dimanche 21 février à 15h, il y a une assemblée virtuelle ouverte à tous les collectifs, associations de femmes qui soutiennent la grève des femmes 2021. Et vous pouvez leur écrire aussi pour participer. Et le 7, donc la veille, le dimanche 7, de 10 à 18h, il y aura des assemblées thématiques, travail salarié, travail reproductif, violence, avortement, logement, migration, pour discuter des revendications. Et donc le 8 mars, il y aura un parcours itinérant entre les piquets de grève, en bus, en vélo, en transport en commun. Et donc oui, on va suivre aussi de près ce qui s'organise dans les plannings familiaux. On va aussi tourner dans les plannings familiaux. Donc n'hésitez pas à suivre donc, la page de Féminisme Yeah aussi pour être tenu au courant. Je pense que j'ai tout dit, donc on va pouvoir se dire au revoir. Merci encore à tous et à toutes.